Nous allons maintenant entendre Jean-Luc Velay, qui est chargé de recherche au CNRS et dans un laboratoire de l'université d'Aix-Marseille. Depuis le début de la conférence, moi, comme beaucoup de personnes dans cette salle, j'ai remarqué, on a un peu tapoté sur les tablettes, sur nos smartphones, sur l'écran, donc on a tapé sur un clavier, et c'est le cas de plus en plus de monde, de plus en plus de gens quand même dans le monde contemporain. Et moi, j'avais vu dans votre contribution le paradoxe qui est que l'écriture manuscrite est encore au centre de l'apprentissage à l'école et que l'écriture sur clavier, qui est la plus pratiquée par la suite, ben elle, finalement, n'est pas réellement enseignée ou prise en charge par l'école aujourd'hui. Oui, c'est exact. Et donc, je vais un peu évoquer toutes ces questions qui se posent par le changement de pratique de l'écriture qui est le nôtre, c'est-à-dire celui des adultes, et qui est en train probablement qui va se généraliser, s'étendre et se déplacer même vers l'apprentissage de l'écriture. Et je vais essayer d'envisager avec vous les problèmes que ça peut poser et peut-être d'esquisser des solutions ou des pistes en tout cas. Donc je ne suis pas enseignant, je suis chercheur donc au CNRS, je suis neuroscientifique, donc j'ai une approche par la recherche, mais ça fait maintenant une vingtaine d'années que je travaille sur les questions d'écriture. Et donc, l'entrée pour moi de l'écriture, ça a été la graphomotricité, parce que je m'intéressais depuis le début de mon travail de recherche au contrôle du mouvement. Et à un moment donné, je me suis intéressé à ce mouvement très particulier qui est celui d'écriture. Et comme vous le savez tous, avant d'être capable de produire des textes, il faut qu'on soit capable de contrôler le geste d'écriture, le mouvement, et que ce contrôle, qui est très fin, très difficile finalement, de la main et du poignet, et il doit s'apprendre, et il s'apprend à l'école maternelle, dans une première phase donc qui relève plus du contrôle moteur que du langage lui-même. En gros, il faut apprendre à automatiser le geste graphique, et donc là je vais me rebrancher très directement sur la présentation qu'a faite Denis Alamargot tout à l'heure. Toute la question à ce stade de l'apprentissage, c'est comment automatiser ce geste graphique pour que, quand on doit produire de l'écrit, on n'ait plus à focaliser son attention et tous ses processus cognitifs sur le mouvement qu'on doit faire avec la main. Donc cet apprentissage de l'écriture commence très tôt en France, en maternelle, et même très tôt en maternelle, en général à partir de la fin de la première année de maternelle, au début de la seconde année. Et donc, il commence justement par des exercices pré-graphiques divers. Donc, on écrit sur différents supports. Là, je vous ai mis des exemples variés, mais il y en a d'autres que je n'ai pas mentionnés. Par exemple, aussi la pratique qui consiste à manipuler des lettres en relief, toutes les pratiques Montessori, etc. Et le tout, donc, c'est d'arriver à être capable de réaliser des gestes fins de la main. Et donc, oui, automatiser le geste d'écriture, c'est l'objectif qui est recherché. Et pour reprendre un peu les modèles ou les niveaux dont Denis Alamargot a parlé tout à l'heure, là j'ai cerclé, donc imaginez que vous êtes un enfant qui doit écrire le mot lapin. J'ai entouré en bleu les modèles, les traitements qu'on appelle haut niveau, avec les guillemets qu'on peut apporter. Donc il faut se souvenir que lapin, ça s'écrit L-A-P-I-N, et non pas L-A-P-E-I-N. Parfois on voit des enfants qui l'écrivent comme ça arrive. Et ensuite il faut retrouver il faut se souvenir donc de retrouver le graphème, l'ensemble des lettres qui constituent ce mot. Et puis en dessous, cerclés en rouge, les processus qu'on appelle plutôt bas niveau, qui sont ceux de l'exécution. Alors donc le niveau allographique, c'est une fois qu'on sait que c'est L-A-P-I-N, encore faut-il choisir la police de caractère en gros dans laquelle on veut écrire. Si j'écris en bâton, c'est pas les mêmes lettres que si j'écris en cursive ou en script. Et puis à la sortie, vraiment au niveau de la sortie, bien il y a ce qu'on appelle les strokes en anglais, ou les traits qui composent les lettres. Qui font que on sait à peu près, par exemple un L c'est composé de 2 traits, et donc c'est le niveau du contrôle moteur, de la sortie. Et évidemment ça met en jeu des processus mnésiques, donc des mémoires à long terme pour certains aspects. Par exemple l'orthographe, ça doit être typiquement mémorisé dans une mémoire à long terme. Et puis des processus temporaires qui sont des mémoires plutôt à court terme, etc. Je ne vais pas trop détailler ces aspects-là. Voilà ce qui se passe
par 4 exemples quand on écrit le mot lapin. Alors commencez par regarder celui de droite, c'est pas classique, mais donc c'est un lapin qui est écrit par un adulte. Et donc vous voyez en haut le lapin produit, avec des points rouges qui marquent les endroits où l'adulte qui a écrit lapin a ralenti. Donc c'est des endroits où la vitesse passe par des minimums. Donc vous voyez qu'il y en a quelques-uns. Par exemple en haut du L, on est bien obligé de ralentir puisque c'est comme une voiture qui prend un virage. Hein. On change de direction, donc on ralentit. Pareil en bas du L, etc., etc. Il n'y en a pas énormément. Et sur le graphique du bas, vous voyez la décomposition en fonction du temps. Donc le temps est sur l'axe horizontal du profil de vitesse. Donc je passe, je rentre pas dans le détail, mais vous voyez que, oh, pardon, ça c'était prévu après. Voilà, le profil de le lapin d'un adulte là qui écrit, il l'écrit en 2 secondes environ. Juste un peu à gauche, vous avez un enfant de 9 ans qui écrit le même mot. Vous voyez que l'écriture, évidemment, est un peu moins experte. Il y a davantage de points de ralentissement. Donc, on voit déjà que l'enfant n'a pas encore automatisé complètement le geste. Mais quand même, il écrit son lapin en, je pense, grosso modo 3 secondes. Et c'est qui est pas mal. Un peu plus à gauche, l'enfant de 7 ans, ben, vous voyez qu'il y a de plus en plus d'endroits où l'enfant ralentit, que le mot est écrit plutôt en 4 secondes. Et puis complètement à gauche, un enfant de 5 ans, là vous voyez qu'il y a beaucoup d'endroits où l'enfant... donc l'enfant procède par des petits traits, des courts, et avec beaucoup de ralentissement. Et il met à peu près 40 secondes pour écrire le mot lapin. Donc on est vraiment dans un moment où l'écriture n'est pas automatisée. Mais, bon an, mal an, tout ça se construit graduellement, ça se passe bien, c'est-à-dire que on passe d'un moment où on fait des petites séquences à on fait ce qu'on appelle du chunking en anglais, du regroupement de ces petites séquences pour arriver à faire des segments de plus en plus longs. Mais parfois ça se passe mal. Alors c'est le cas d'un enfant qui a écrit lapin en bas à gauche, qui est un enfant dysgraphique, et contrairement à celui de droite, qui est un enfant normoscripteur. Et donc, ce matin, on a eu une présentation sur l'évaluation, où on nous montrait des traces d'enfants qui écrivent. Bon, si on regarde que la trace, c'est-à-dire le produit final de l'écriture, là on a pris un enfant un peu particulier, il est dysgraphique certes, mais vous voyez qu'il arrive à produire quelque chose qui est correct. On se dit, bon, finalement, cet enfant, il est tout à fait ordinaire. Par contre, ce qui devient intéressant, c'est de voir le mouvement, donc le processus d'écriture, hein, comme l'a dit aussi Denis dans sa présentation. Voilà, à droite, l'enfant qui écrit, c'est pratiquement du temps réel, hein. Et à gauche, notre enfant dysgraphique, pour écrire le même mot, vous voyez que le mouvement qu'il a effectué n'a rien à voir. Et en particulier, ce que vous voyez en rouge, ce sont les levées, le moment où l'enfant décolle le stylo et avant d'aller reposer le stylo. Et vous voyez qu'il se passe quelque chose qui est assez bien décrit maintenant, qu'on n'est pas les seuls à avoir décrit. C'est que quand un enfant n'a pas automatisé l'écriture, et souvent c'est le cas c'est en général le cas des enfants dysgraphiques, il y a des levées comme ça un petit peu erratiques dont aujourd'hui on ne sait pas exactement à quoi ils correspondent et ce qui se passe quand l'enfant fait ça. Mais là où je voulais en venir, c'est que évidemment qu'il arrive à écrire lapin, mais vous avez vu la durée, le temps qu'il a mis pour écrire lapin. Donc imaginez quand cet enfant fait une dictée, à quel point il peut être pénalisé à cause de ce contrôle qu'il doit faire en temps réel de son mouvement graphique. Alors quelles sont les conséquences sur la production écrite ? Eh bien, on l'a dit, si l'enfant qui n'a pas automatisé, il se trouve en double tâche. Donc il doit gérer le contenu lexical, syntaxique et sémantique du texte à écrire, et puis en même temps, il doit contrôler son geste d'écriture. Donc une partie de sa mémoire de travail et de ses ressources attentionnelles sont occupées pour le contrôle de moteur au détriment du processus vraiment linguistique. Si vous voulez avoir une petite idée de ce que ça donne, vous faites un jour une dictée avec votre main gauche, si vous êtes droitier, ou avec votre main droite, si vous êtes gaucher. Moi, c'est un jeu que je fais souvent avec des amis quand j'essaye de leur expliquer qu'est-ce que c'est qu'un enfant dysgraphique. Et en général, quand on fait ça, on est tellement en train de contrôler son geste qu'on ne sait plus quelle est la phrase, un peu comme l'enfant en difficulté d'écriture dans une classe. Et donc, en tout cas, les textes produits sont de moins bonne qualité. Ça, c'est connu maintenant. C'est-à-dire qu'un enfant qui ne contrôle pas son geste graphique, si on lui demande de faire des textes, il produit des textes qui sont moins riches en termes de contenu. C'est bien documenté. Et puis également, eh bien, ils ont des difficultés en orthographe. Ils n'arrivent pas à gérer en même temps l'orthographe et le mouvement. Mais ce qu'on sait moins, c'est que ça peut aussi avoir des conséquences sur la lecture.
parce que la maîtrise de la graphomotricité influence l'aptitude des élèves à identifier les lettres de l'alphabet. Et identifier les lettres de l'alphabet, c'est l'entrée dans la lecture. Et il y a des résultats qui montrent que quand les enfants n'écrivent pas bien les lettres, eh bien, ce sont souvent ceux-là qui les reconnaissent le moins bien. Et moins bien reconnaître les lettres, donc c'est préjudiciable pour l'apprentissage de la lecture. Les enfants qui peinent à reconnaître les lettres risquent de devenir de mauvais lecteurs. Ça aussi, c'est documenté. Donc, vous voyez cette espèce de lien que la recherche a mis en évidence entre mauvais contrôle du mouvement graphique et mauvaise lecture. Quelques études en neurosciences, il y en a un certain nombre, mais je vais juste en évoquer une que nous avons faite, il y a déjà maintenant quelques années, pour essayer de mettre ça en évidence chez l'adulte. On a demandé à des adultes ordinaires, des bons lecteurs, bons scripteurs, de regarder des lettres alphabétiques isolées dans la machine IRM, et ils avaient comme consigne de ne pas bouger du tout. Et on a fait ça donc avec des lettres, et puis on a comparé avec des pseudo-lettres, donc des espèces de caractères qui pourraient être des lettres, mais que les sujets ne connaissaient pas. Et ce qu'on a vu, c'est que dans l'hémisphère gauche, donc vous voyez à droite, vous avez des représentations du cerveau, ne regardez que la représentation qui est la plus à gauche, c'est un cerveau vu de dessus, une espèce de radio, et vous voyez qu'il y a une petite tache, une petite tache jaune dans l'hémisphère gauche. Ça, c'est une zone qui normalement est une zone motrice chez les sujets droitiers, c'est-à-dire que c'est une zone du cerveau, une parmi les zones du cerveau qui sont mises en jeu quand on écrit. Et là, on est dans une tâche de lecture, avec des guillemets lecture parce qu'il n'y a qu'une lettre à lire. Eh bien, les sujets qui regardaient des lettres activent quelque part dans leur cerveau une zone motrice. Quelque chose qui, lorsqu'on demande au sujet d'écrire, et on l'a fait dans la deuxième partie de l'expérience, s'active beaucoup plus. Et on s'est dit, bon, mais est-ce que c'est vrai aussi chez les gauchers? Alors vous savez que le cerveau, c'est assez compliqué, mais en particulier ça croise. C'est-à-dire que chez les droitiers, c'est l'hémisphère gauche qui commande la main droite, et chez les gauchers, même chez nous d'ailleurs, chez les droitiers, c'est l'hémisphère droite qui commande la main gauche. Bref, les gauchers écrivant avec leur main gauche, si on leur présente des lettres, on voit se réactiver dans leur hémisphère droit une zone tout à fait symétrique qui est marquée en rouge sur le graphique. La conclusion de ça, c'est que quand on regarde des lettres, il se passe dans notre cerveau quelque chose qui est en rapport avec l'écriture. Je ne dis pas qu'on écrit mentalement, les sujets ne bougent pas, mais il y a une réactivation d'un processus, d'une partie du processus qui est mis en jeu normalement quand on écrit. Alors pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça, j'allais dire, c'est la faute des enseignants d'un certain point de vue. C'est parce que quand on était petit à l'école, on a appris à reconnaître les lettres visuellement. La maîtresse ou le maître montrait un A, on disait voilà le A, et on a fait aussi la relation graphophonémique dont on vient juste de parler, et on a associé le son A et la lettre et la forme visuelle de la lettre A. Mais très rapidement, on a écrit cette lettre A, donc on a créé dans notre cerveau un réseau. La représentation de l'écrit des lettres, c'est pas une zone focale dans le cerveau, une zone ponctuelle. Il y a un certain nombre de zones qui sont activées et qui sont reliées les unes aux autres par des fibres. Donc on parle aujourd'hui, on raisonne beaucoup en termes de réseau. C'est pratiquement comme ça que le fonctionnement du cerveau se fait. Donc il y a un réseau, là on va dire à 3 composantes, il y en a peut-être d'autres, hein, mais une composante visuelle qui est vers l'arrière du cerveau, une composante phonologique, hein, plutôt vers les zones temporales, et une composante sensorimotrice, et puis d'autres zones qui sont impliquées là-dedans. Et ce réseau se met en place donc au moment de l'apprentissage conjoint de la lecture et de l'écriture. Et quand il est en place, une fois que vous lisez, c'est-à-dire que vous regardez les lettres, donc vous réactivez la composante visuelle qui est la plus à gauche, et ben il y a un phénomène de réactivation de l'ensemble du réseau, et ce qu'on a vu, nous, c'est la réactivation de la partie purement sensorimotrice. Bon, alors passons maintenant, on franchit une grande étape, on dit l'écriture des élèves demain. Là, demain, vous savez comme moi que de plus en plus, on introduit les outils numériques à l'école, et ça va très vite, je trouve, moi. Et la question, c'est si on donne des tablettes aux enfants, est-ce qu'on va continuer à enseigner l'écriture manuscrite traditionnelle avec un stylo et une feuille de papier, parce que si les enfants ont des tablettes pour faire tout un tas d'activités scolaires, la géographie, etc.,
à un moment donné, il va falloir écrire, par exemple. Alors, est-ce qu'ils vont poser les tablettes et reprendre le papier, le stylo et écrire sur papier? Peut-être, mais on va se dire plus probablement qu'ils vont écrire sur la tablette, parce que les applications, en tout cas celles qui sont dédiées aux adultes, quand il faut écrire sur une tablette, il y a un petit clavier qui apparaît et on tape. Voilà. Donc il y a 3 scénarios, mais le premier, je l'abandonne, c'est que le numérique ne rentre pas à l'école. Je pense qu'on est parti dans un processus qui est maintenant inévitable. Donc le numérique va arriver dans les écoles. Il y a une solution que j'ai appelée radicale, c'est qu'on dit, bon, ben, exit l'écriture manuscrite, on est à l'ère du numérique, écrire avec le numérique, c'est taper, et par conséquent, il faut apprendre à taper et non plus à écrire. Ça peut vous choquer, mais il y a des gens qui pensent comme ça. Ils disent, l'écriture, c'est un outil au service du langage. Les outils, par définition, c'est obsolète, ça peut devenir obsolète. Quand un outil est obsolète, on le remplace par un outil actualisé. Voilà. Une autre solution que j'ai appelée de coexistence, c'est qu'on se dit, on peut enseigner simultanément ces 2 modes d'écriture avec des outils numériques. Bon, la solution radicale, elle a commencé aux États-Unis en 2010. Il y a eu des préconisations. J'ai pas trop le temps de vous en parler, mais vous avez probablement suivi ça. Hein. Les préconisations ne disaient pas arrêtez d'enseigner l'écriture manuscrite, mais sur ces préconisations qui venaient de l'État fédéral et qui étaient destinées aux États américains, il était indiqué clairement qu'il fallait dactylographier. Et si vous cherchiez une mention explicite de l'écriture manuscrite, vous étiez déçus, il n'y en avait plus. Et donc, à un moment donné, il y a eu une espèce d'effervescence où tous les États, ou presque des États-Unis, ont dit « Ok, ben nous, on va apprendre l'écriture au clavier parce que c'est moderne, c'est l'écriture sur Internet, etc., l'écriture du partage. » Bon, ça a un peu changé aujourd'hui, je crois. Ils ont changé pas mal de points de vue. Et puis, l'idée, c'est que finalement, apprendre à taper au clavier, ça réduit la difficulté et la durée de l'apprentissage. C'est vrai qu'apprendre à écrire, c'est long, ça prend plusieurs années. Donc, l'apprentissage au clavier, on considère que c'est beaucoup plus rapide, ce qui est probablement vrai, et donc beaucoup plus facile. Donc, ça libérerait du temps pour d'autres apprentissages. La musique, les arts, etc. Bon, pourquoi pas. Alors, 5 minutes. Eh ben, ok. Eh bien, en fait, je vais être obligé d'accélérer moi aussi. Donc il y a des avantages théoriques et apprendre à écrire au clavier, mais donc c'est vrai que chez les enfants, qu'en est-il vraiment? On s'aperçoit que les textes qui sont produits au clavier sont pas toujours de si bonne qualité que ça, et les quelques travaux qui sont consacrés à ça ont au contraire montré que souvent ils étaient plus pauvres. Et il y a eu un travail aussi dont malheureusement j'aurais pas le temps de parler, qui a montré que quand on compare des étudiants qui prennent leurs notes à la main et au clavier, les notes obtenues à l'examen de ces étudiants étaient meilleures chez ceux qui ont pris leurs notes à la main plutôt que ceux qui ont pris la note au clavier. Donc c'est un travail qui a eu beaucoup d'écho médiatique et qui est très intéressant, mais qui probablement devrait être reproduit. Les inconvénients, c'est que si on n'écrit plus à la main, ça pourrait changer non seulement l'écriture, mais aussi la lecture. Et donc, eh bien, genre, je vais pas vous décrire les changements qui se produisent quand on passe de l'écriture à la main au clavier. Il y a des changements majeurs. Le plus important, selon nous, c'est le fait que quand on écrit à la main, on fait un mouvement, comme je vous l'ai dit, qui reproduit la forme visuelle de la lettre. Quand on écrit au clavier, on fait un mouvement qui n'a rien à voir. Autrement dit, il y a une mémoire sensorimotrice qui est probablement utile pour reconnaître les lettres, qui va disparaître avec l'écriture au clavier. On a fait une expérience à l'école maternelle, dont malheureusement j'aurais pas trop le temps de parler, mais qui montre ça, c'est que les enfants, quand on compare 2 groupes, un groupe contrôle qui écrit à la main et un groupe qui apprend les lettres au clavier, on a fait ça en début de maternelle, avec des enfants qui n'avaient pas encore eu d'apprentissage, et qu'ensuite on demande aux enfants d'identifier visuellement les lettres qu'ils ont apprises. Ceux qui les ont apprises à la main sont meilleurs pour faire ça. La solution de coexistence, donc dans l'idée où effectivement on va quand même garder l'écriture manuscrite malgré le passage au numérique, eh ben on peut faire ça. Donc déjà, apprendre au clavier, ça serait pas une mauvaise chose. Si si tout le monde écrit au clavier, ça serait peut-être pas mal qu'on se pose la question, est-ce que c'est pas utile de l'apprendre à l'école? Est-ce qu'on considère aujourd'hui que l'apprentissage de la dactylographie, c'est en quelque sorte automatique, inné? On peut se poser des questions, et il y a beaucoup d'approches pédagogiques très très pertinentes avec l'usage des claviers numériques. Et puis l'écriture manuscrite, comme je vous le disais, soit on continue de l'enseigner mais papier-crayon, ce qui serait un peu étrange, soit on l'enseigne avec des tablettes.
et des tablettes avec un stylet. Alors ça peut poser des petits problèmes. Denis Lamargot et des collègues ont fait un travail là-dessus qui montre que ça glisse les tablettes, hein, vous savez. Donc pour l'apprentissage initial de l'écriture, ça peut être préjudiciable, mais ça offre des potentialités que vraiment, je tiens à vous montrer une petite vidéo courte, elle fait 1 minute, hein. Parce qu'aujourd'hui, la reconnaissance de l'écriture manuscrite a fait de tels progrès que cette pratique qui est utilisée par les adultes, ou cet outil, je vous laisse envisager les possibilités que ça peut avoir en termes pédagogiques. Je la déclenche. Donc c'est une reconnaissance automatique de l'écriture. Vous voyez que ce qui est écrit à la main est automatiquement retranscrit. Donc, alors évidemment, on a tous les avantages du copier-coller. On peut insérer des documents. Ça peut être automatiquement retranscrit en écriture. Et on passe sans aucun problème d'un texte manuscrit à un texte dactylographié. Vous voyez que pour les équations mathématiques, c'est aussi très pratique. Ça maintient aussi la possibilité de faire du graphisme, et ça c'est important. On a parlé des brouillons tout à l'heure. Curieusement, les plus ardents défenseurs de l'écriture manuscrite sont souvent les mathématiciens, voire les informaticiens, qui disent « Oui, mais moi, le clavier, je peux pas faire des flèches, tout ça, hein, etc. » Donc, avec ce type d'outils, et j'ai pris un exemple comme ça sur Internet, on peut faire des choses très très bien si on les adapte à la pédagogie. Et puis, pour finir, on peut faire aussi avec le numérique des choses qu'on peut pas faire avec le papier-crayon, et par exemple, faire ce qu'on appelle, nous, de l'écriture enrichie, qui consiste à associer des sons à l'écriture. Et là, je vous présente quelque chose qui n'est pas à vocation pédagogique. On s'en sert pour rééduquer l'écriture chez les enfants dysgraphiques, donc dans des cabinets de psychomotriciens. Le principe est le suivant. On transforme en temps réel de l'écriture en son pour donner une information aux enfants qui écrivent mal sur leur mouvement. Si le mouvement est fluide, l'écriture et le son produit est harmonieux. Si le mouvement n'est pas bon, le son produit est disharmonieux. Alors on a testé plusieurs choses parce que les enfants dysgraphiques, effectivement, ils aiment pas écrire. Si en plus on les pénalise en leur donnant des sons disharmonieux, ça va pas. Et là, je vous présente une version qu'on est en cours de validation. Ça prend 20 secondes avec de la musique, voilà, juste pour vous montrer que. Alors, il y a des sons au début, puis. Donc voilà, c'est juste un peu pour vous dire, c'est quelque chose qu'on essaye de valider, donc à l'école. Et donc pour conclure, en fait, ce que je voudrais, le message que je voudrais faire passer ici, c'est que l'écriture manuscrite n'est pas incompatible avec le numérique. C'est-à-dire que on doit même pouvoir mieux apprendre à écrire avec les outils numériques que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Il nous reste à nous à faire preuve d'imagination. C'est comment utiliser toutes les potentialités du numérique, si on doit travailler avec le numérique, pour faciliter l'apprentissage de l'écriture manuscrite. Le seul problème, c'est qu'il faut penser cette question. Et aujourd'hui, je suis à peu près certain que c'est quelque chose qui n'est pas pensé. C'est-à-dire qu'on introduit massivement des tablettes à l'école sans se savoir comment les enfants vont les utiliser pour écrire. Merci bien. Alors, d'accord. Donc, le jury estime que son appétit a été... Si, une question quand même ? Bonjour. On s'interrogeait plus par rapport aux enfants en difficulté. Et le fait... Alors, je reste sur la fin de votre intervention, sur la notion d'outils numériques.
Et du coup, on s'était posé la question, donc tous ces enfants qui ont des difficultés dysgraphiques, etc. Est-ce que du coup, on coupait pas la notion d'effort en leur mettant finalement des tablettes ou autres dans les mains, par rapport à toute cette notion de graphomotricité, etc. C'est une question, oui, c'est une question, je dirais, d'enseignants. Parce que si vous discutez avec les parents des enfants dysgraphiques, eux, ils ont un point de vue radicalement opposé. Et moi, je comprends un peu le point de vue de ces parents qui disent, de toute façon, mon enfant, il n'arrive pas à écrire. Et c'est vrai qu'il y a des enfants qui n'arrivent pas à écrire. Autrement dit, si on s'obstine à les forcer à faire ce geste graphique, ils rentrent dans un espèce de rejet total de l'écrit et même de la lecture. Et pour avoir vu ça avec les enfants, leur donner un ordinateur qui leur rend la tâche plus facile, ça leur permet de rentrer dans l'écrit en général, donc de produire du texte, de s'apercevoir qu'ils arrivent à écrire, donc de lire de fait, et certains, la plupart, restent dans l'écriture au clavier. Il y en a même qui ensuite viennent à l'écriture manuscrite, mais avec une autre perspective, c'est-à-dire qu'ils essayent de s'appliquer à faire le geste. Et voilà, mon point de vue est celui-là, c'est qu'à un moment donné, il faut faire. Si on fait ce choix de donner des claviers aux enfants, c'est parce que vraiment on peut pas faire autrement. Voilà. Sinon, il vaut mieux les laisser écrire. Merci. Pourquoi continuer à enseigner l'écriture cursive qui n'est pas utilisée en lecture et non pas l'écriture script comme dans les pays anglophones? Vous en avez parlé d'ailleurs dans votre papier. Oui, j'en ai parlé. C'est une question qui est très délicate, qui a été très peu débattue en France finalement, alors que dans les pays anglo-saxons, ça fait des décennies que c'est très discuté. Donc je pense que vous connaissez bien ça, ouais. Oui, parce que évidemment, on apprend deux types de caractères, hein, l'écriture cursive pour écrire et l'écriture script pour lire, et que donc on jongle tout le temps entre et les enfants. Alors la simplification. Est-ce que c'est très clair pour tout le monde? C'est ce que ça veut dire cursive, script? Oui, oui, c'est bon. On peut y aller alors. Donc les anglo-saxons en particulier se sont dit, eh bien pourquoi on continue à écrire en cursif? Apprenons à écrire en script, comme ça il y a une espèce d'unité, d'uniformité des caractères qu'on apprend. Les caractères qu'on écrit sont les mêmes que ceux qu'on lit. Moi, n'étant pas pédagogue, j'ai pas vraiment de point de vue là-dessus. Je dirais que l'écriture cursive, elle est datée quand même, parce que elle date du moment où on pouvait difficilement lever, et en particulier quand on avait les porte-plumes, fallait faire les pleins et les déliés, et c'était un peu délicat de lever. Vous pouviez faire tâche-détâche, etc. Dans les années 60 est arrivé le stylo à billes, qui a révolutionné l'écriture manuscrite, et aujourd'hui on pourrait très bien lever davantage pour écrire en script. Et puis vous avez vu quand même que dans les levées, il y a parfois des difficultés. Je vous ai montré, c'est l'enfant qui est un petit peu en l'air, et donc il est possible que si on lève trop quand on écrit, ça ne facilite pas la production d'écriture. Bref, je n'ai pas une réponse définitive à apporter à cette question. On en restera là parce qu'on est en train de prendre un tout petit peu de retard. Donc, merci Jean-Luc Vellet, et je vais rappeler Monique au